Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Alors aujourd'hui nous avons la chance de recevoir un invité de marque. C'est vrai que Reptiline c'est un point de rencontre pour les passionnés, mais les passionnés du monde entier aujourd'hui. Nous avons avec nous Mark Bonnet d'Australie. Mark Bonnet from Australia. I present yourself of course. Donc si vous aimez les arts australiens, vous avez forcément ce livre. Donc Australian Lizards. Qui concerne tous les lézards australiens et donc Marc qui est un spécialiste des varans a écrit toute la partie concernant les varans australiens. Donc voilà, c'est un grand spécialiste des varans australiens. On a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui au magasin, donc on va faire un petit tour, on va lui poser des questions. Clément va m'aider à vous faire la traduction pour ceux qui parlent pas anglais. Marc, welcome at Reptiline. Thank you to be with us. Thank you, Nico. Thank you for welcoming me to your shop and to France. Yeah, cool. Ils se remercient mutuellement d'être là, great. tout simplement. And yeah, I have your book for a long time, so it's quite an honor for me to have you in the shop. So Oh, thank you. I'm glad you enjoyed it, and I hope you learned something from it. yeah, of course. Yeah, I did learn a lot. So we have some Australian monitor. That's cool because today at the shop we have a few Australian species. One of the really one of the most common. That was my first Australian monitor species, the first I kept and bred back in the 90s. Un des lézards les plus communs, mais un des premiers varans que Nico a élevé dans les années 90. Donc voilà. Rarement en captivité. There is a lot of people who breed them in Australia, who keep Acanthurus. Acanthurus are quite popular in Australia, and there are a lot of people who keep them, and there's a lot of different localities, different colour forms, with people focusing on those different localities in Australia. And we know as here in Europe we have the red Akis. Yeah. And the yellow ones. I think those ones are more... Nico demandait s'il y avait beaucoup de personnes qui maintenaient des varans Acanthurus en Australie, et Matt lui a répondu que oui, ça se maintenait beaucoup et qu'il y avait beaucoup de localités très différentes. So yeah, in Australia we're fortunate because we can know often exactly where they come from. The localities. So while you have the reds from the west and the yellows from the east, there's a lot of local variation on top of that. Like we'll refer to Sandfire Ackies being your reds, but from the Sandfire area. Sandfire is the center of Australia. As yellows, you might have Mount Isas or Dejara, Acanthurus, and a whole lot of other variations around that. So we've got a lot of choice. Yeah, that you're lucky. Donc ce qu'il dit, ce qui est super, c'est comme c'est légal là-bas de maintenir des reptiles, ils sont très contents de pouvoir savoir les localités exactes des animaux qu'ils gardent, comme par exemple les varans Acanthurus rouges de l'ouest ou le jaune de l'est. Donc ils ont vraiment des populations bien spécifiques et ils peuvent vraiment bien travailler à les ligner. Ils ont le nom exact des localités puisque bah, évidemment ceux qui ont eu les premiers ancêtres pour leur groupe de reproduction, bah, ils savent exactement où est-ce qu'ils les ont pris en Australie. Donc ils connaissent les localités exactes. C'est vrai que nous, comme les sources d'approvisionnement sont parfois diverses et variées, on n'a pas toujours les localités exactes. Donc eux ils savent. Donc là ceux que nous avons, vous pouvez les voir ici, ils sont là il est un peu tard, hein, il est 19h20 donc ils sont en train de se coucher. Mais on a des beaux petits bébés. Those ones looks more like the red ones. They look to have a bit of reddish, but they will not be very red. They don't look like they're too red, but the baby ones, obviously, they're a bit duller when they hatch out, so you don't see them really colour up until they're a bit bigger. When the colour is coming about, like 1 year? Yeah, about 1 year of age, you can start to see some more of the adult coloration coming through, and then, you know, if they're going to be red, you'll start to see the reds coming through. So. En fait, il explique que sur les variétés rouges de varans, la plupart du temps, quand ils sont jeunes, ils ne sont pas très colorés. Et qu'en règle générale, il faut attendre 1 année avant d'avoir la couleur qui commence à apparaître sur les animaux. All right. It's interesting that the pygmy monitors, as babies, they're quite dull. Whereas some of the larger monitors, the lace monitors, Varius or Rosenbergi, or they hatch out very colourful. Spencer and other ones where they hatch out with yellows and oranges,
and then lose some of that as they grow. So they're almost opposite. Ça, c'est vraiment très intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit, voilà, ce qui est marrant avec les varans nains, les varans pygmées, en fait, c'est que très souvent, quand ils naissent, ils n'ont pas beaucoup de couleurs et ils sont assez ternes, à l'opposé de tous les grands varans australiens comme Varanus varius, Varanus giganteus ou Varanus rosenbergi, où quand ils naissent, ou Spenceri, quand ils naissent, ils sont très très colorés, très voilà, plein de contrastes, hyper vifs en couleurs, et en grandissant, ils deviennent plus ternes. Il disait, c'est marrant, c'est vraiment l'opposé entre les nains et les géants, quoi. I just translate. Sorry. All right, so we have other guys from Australia over there. One of my favorite, the Kimberley Rock Monitor. I wait many years to get those guys. Donc là, c'est le varan Gluarti. Nico, il a attendu très longtemps avant de les avoir. On a de la chance aujourd'hui de les avoir en captivité. Are they popular in Australia? Are they commonly bred in Australia? They're not very commonly bred. They've been bred for the last 10 or 15 years, but big numbers haven't been established, and they're still quite rare in captivity and hard to acquire. But Australians love them as much as you do, I think, because we realise that they're a very beautiful, unique monitor. They are very beautiful, and where they live in the Kimberley, it's a very strange and fantastic. Bon, Nico demandait si c'était très maintenu en captivité, s'il y en avait beaucoup. Et Matt disait que oui, effectivement, c'est bien maintenu, mais c'est pas très c'est très rare en fait, voilà. Ça reste rare même en Australie. Rare même là-bas. Et il me disait que ça valait 3 fois le prix d'ici en Australie, ce qui est fou. Il les aime autant que nous, qu'il disait. Il disait qu'il les aime autant. Donc là, je lui ai posé une question qui était, ils viennent des Kimberley, qui est une région très particulière de l'Australie, donc il allait nous en parler. What could you say about Kimberley place? It's a very spectacular environment, stunning rock outcrops. The rich red coloration of the rocks makes it a pretty amazing place, where you've got some pretty amazing monitors living there. So, and also other species, of course, and some other species that would be well known to Europeans as well. Things like olive pythons and the like. And you know, in the isolated pocket, you've got the rough-scaled pythons as well. So some very interesting reptiles up there. You know, nice forms of the blue-tongued skink, the Skinkoides intermedius. Yeah. Cool. And donc ce qu'il dit, c'est que voilà, dans les Kimberley, c'est un paysage absolument magnifique avec des gros pans rocheux, rouges, enfin comme vous pouvez l'imaginer, comme on le voit sur les cartes postales. Donc un endroit fabuleux avec des espèces fabuleuses comme les Gloertis, certains cinques à langue bleue, évidemment le Morelia carinata qu'on trouve par là-bas, certains pitons olives et tout ça. C'est vraiment un endroit qui est incroyable, même pour eux qui vivent en Australie. Et donc on a cette espèce Varanus gloerti qui est vraiment étonnante. And I noticed the Gloerti love water, and I've heard by somebody who's been in Kimberley that there is some massive rain at some part of the year. Yeah, we have the wet season where we do get massive downpours. Tropical cyclones come in and bring a lot of rain. So there are periods of really high humidity and they would be experiencing that. There's also dry periods, but certainly they would like increased humidity at times. Yeah, I noticed there is, when I spray them, they love that. They drink on the drops and things. If you do that with Tristis orientalis, they run everywhere. They hate when you spray them, and those guys seems to love water. I think that's something we need to be aware of, is sometimes in captivity we'll keep our reptiles a bit dry. We focus on the heat because goannas, we know they love the heat, but water is really important, not just for goannas but all captive animals, and sometimes the heat can dry them out and we forget that they need the moisture as well. Yeah,
And so, ce qu'il vient d'expliquer, c'est très intéressant parce qu'il dit chez les varans, donc parce que je lui ai expliqué que je trouvais que les Gluharty adoraient l'eau en fait quand on les pulvérise, on pulvérise de l'eau, ils aiment ça, ils boivent et c'est important de les garder un peu humides. Donc il m'expliquait qu'effectivement dans les Kimberley il y avait une saison humide, une saison des pluies avec des orages tropicaux, des cyclones même des fois et tout ça, et une saison sèche. Donc ils sont habitués à ça. Et donc il a rebondi là-dessus pour dire qu'effectivement en captivité on savait que la chaleur c'était très important pour les varans, mais on se focalise un peu trop là-dessus, on oublie un peu trop l'hydratation. Et c'est des animaux qui ont besoin d'une bonne hydratation, et il disait finalement comme tous les animaux, pas que les varans quoi. So that's I explain what you say. Yeah, but I think you're giving them some good humidity because you can see their skin is in good condition, and I think this substrate helps when you spray. It soaks up some of the moisture and gives them that humidity, so they're enjoying it. Yeah, exactly. Yeah. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il voit que le setup qu'on a fait fonctionne bien parce qu'ils ont l'air en parfaite condition, la peau est nickel et tout ça. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre une épaisseur de substrat importante, qu'on mouille beaucoup, et en fait la surface sèche, mais en dessous ça reste toujours humide. Donc en fait la nuit ils creusent, ils s'enterrent, et en fait ça les humidifie et tout ça, ça les aide surtout au niveau des doigts à faire des mues convenables. What I explain is that we use with the young monitors to put deep substrate where we put a lot of water, then the surface dry, and in the night they dig under the hide and things, and they get some wet. So that's what I like doing with some of the desert monitors too. Deep substrate, so the surface will dry out because of the heat, but they can burrow down into moister area, and it keeps them hydrated, it keeps them in better condition. That's what happened with a lot of lizards who live in deserts, like Uromastyx in Africa, or even the savanna monitors. They are, when it's a dry season, I was there in West Africa, and it's very hot, and so they are in the burrows, and under the burrows it's only 30 degrees, and it's quite wet. Yeah. So, en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il aime bien avec ses varans désertiques mettre une bonne épaisseur de substrat, parce que bon, la surface sèche toujours, mais en dessous ça reste toujours bien humide et il s'enterre. So you, what kind of species of monitor do you keep at the moment? I'm not keeping as many as I used to because of my baby, human baby. But in the past I've kept quite a range, like Brevicorda, Flavorufus, Tristis orientalis, Scalaris, Peloensis, Acanthurus, Stora. I could probably go on. Wow, Spencer, a lot of there's a lot. Apparemment, voilà, donc je lui disais qu'est-ce que tu as comme espèce actuellement. Il disait bon, pour l'instant j'ai moins d'espèces qu'avant parce c'est lui qui se reproduit, il a un bébé humain, donc ça lui prend du temps, mais je sais qu'il a donc des Varanus varius Belfast dans son jardin, dans un enclos, voilà, qui reproduit, il les a reproduits plein de fois, mais il a eu plein d'espèces, Tristis orientalis, d'ailleurs on va aller en voir puisqu'on en a, donc Spenceri, Flavirufus, enfin énormément d'espèces. C'est vraiment un expert, c'est quelqu'un. Since how many years do you keep monitors? I've probably kept monitors for 20 plus years. Yeah, ça fait plus de 20 ans qu'il élève et qu'il reproduit donc des varans australiens. En même temps, il vit dans le pays top pour le varan, l'Australie. I say in the same time you live in the best place to keep monitors because you have so many species in your country. Yeah. Did you travel around Australia to see some monitor in the wild? Yes, well that's one of the best parts of the hobby is getting out into the wild, seeing where the animals live. So yeah, I've been up to the rainforests in North Queensland and seen some of the monitors up there, like the rainforest Scalaris,
and been, you know, across the top end of Australia where there's Acanthurus, there's Barichi, there's Glebopalma, there's the Glaubertii. But then down closer to home, we were talking earlier, within, you know, I could do a day trip to go and see Gouldii or Rosenbergi or various from my home if I wanted to. Donc ça c'est voilà ce qu'il dit, c'est le grand plaisir de ce hobby, c'est une grande partie aussi de son hobby, de son plaisir et de ce hobby en général, c'est que eux ils peuvent donc faire du herping hyper facilement. Enfin, en tout cas, il faut bouger beaucoup parce que l'Australie, c'est un pays énorme. Mais il est allé dans le nord du Queensland pour voir dans les forêts humides les squalaris, dans le nord de l'Australie pour aller voir les Acanthurus, les Tristis, les Glaubertii, au Kimberley. Enfin, il a beaucoup bougé. Et il dit à 1 heure de chez lui, parce qu'il vit à Adélaïde, en fait, dans le sud de l'Australie, il peut voir des Rosenbergi, des Varius et des Gouldii aussi, pas très loin de chez lui, dans la nature. Are they hard to find in the wild? It depends on the species and knowing what to look for. Various Gouldii near me, quite easy because they're big, they sit out in the open. But going a little further from home, looking for Gillini can be very hard to spot, and you really have to know what you're looking for. Okay. And so some of the smaller, more secretive monitors are quite hard to find in the wild, but you can develop an eye for it. Ah ouais, ouais. Yeah. Donc il explique, je lui ai demandé est-ce que c'est difficile de les trouver dans la nature. Et en fait, il me disait que pour les grosses espèces comme du Varius ou du Gouldii, c'est assez facile. Finalement, ils se montrent assez facilement. En plus, comme ils sont gros, ils ont moins de prédateurs et tout ça, donc ils sortent plus. Mais pour les plus petits et qui ont une vie un petit peu plus secrète et tout ça, il faut vraiment développer son œil, vraiment développer un sens de l'observation et que c'est pas toujours évident de les trouver. Et toi alors? Donc voilà quoi, mais en tout cas effectivement ils ont de la chance de pouvoir voir. And when you go in the field like that, does this observation in the wild help you to keep them in captivity better? Well, anything that helps you understand the animal better is going to help you be a better keeper. So when you see just how they behave in the wild, just their habitat preferences, like we were talking about, the way they hide in the wild can tell you a lot that you can then transfer to captivity and make them happier animals in captivity, and then they'll breed better for you. Yeah, cool. Ça, je lui disais, est-ce que toutes ces observations que tu fais dans la nature, est-ce que ça peut t'aider aussi pour mieux les élever en captivité? Il me dit évidemment de les observer, voir où est-ce qu'ils se cachent, comment ils se cachent, comment ils se chauffent au soleil, des choses comme ça, et nous aide évidemment à mieux les élever en captivité, mieux designer les cages, etc. pour avoir plus de succès en reproduction. So let's go here and look to those guys. That was the second monitor species from Australia I've kept, and I love them. I'm so happy to have them in the shop again. This is Tristis orientalis. So you bred those guys? Yeah, I've bred them before. They're great monitors. The middle-sized sort of monitor, and very active, like we can see. Yeah. Alors je l'ai emmené, ça c'est la deuxième espèce de varan australien que j'ai eu la chance d'avoir et de reproduire en captivité, et je suis très heureux d'en avoir en ce moment au magasin. C'est du Varanus Tristis orientalis. Donc Matt en a reproduit pas mal, des deux sous-espèces, Tristis qui a la tête toute noire. So you told me when they are babies, the Tristis is nearly the same as Tristis orientalis. You don't see the black head. Yeah, as hatchlings, Tristis can look much like this. Yeah. And the head starts to develop, like we said with the other coloration, maybe towards a year or so of age, the head starts to darken up and goes jet black eventually, but starts off this sort of lighter, brownier, even a bit of yellow coloration.
It's the same for tristis because some have a really bright yellow head. Yeah. And that's never happened on the babies. The yellow come after, like the black can come. Yeah. Alors, ce qui m'explique, c'est que voilà, quand on voit des bébés Tristis orientalis ou Tristis tristis, les Tristis tristis qui sont bons peuvent avoir la tête vraiment jet black, enfin très noire. En fait, une fois adulte, c'est jamais le cas chez les bébés. Comme chez les Tristis orientalis, la tête n'est jamais jaune chez les bébés comme elle peut l'être chez les adultes. Donc, en fait, ça vient avec le temps. Plus ils vieillissent, plus la tête se fonce et se colore. Voilà, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la coloration. Donc, il y a vraiment un changement entre la couleur des bébés et la couleur des adultes. Those guys are pretty fast. I mean, did you see some in the wild running? Oh yes, and they are very fast, and it makes them hard to catch if you're trying to photograph them. But they call them racehorse monitors or something like that, no? The other guy who they do. There's a lot of common names that go across a lot of the monitors, like Gouldy Eye get called that too. But the Glauert Eye we were looking at, very quick, very agile. But these, I've certainly seen them run quick, but often they'll run and then they'll stop and they'll give you a chance to catch up to them to try and get a photo. Yeah, cool. Alors, en fait, il me disait effectivement, c'est des animaux qui courent extrêmement vite, donc dans la nature, c'est pas évident quand on veut les attraper pour faire des photos et tout ça, parce que bon, évidemment, ils n'ont pas le droit de les capturer. I'm explaining your running just to take pictures because you can't pick them up. I mean, it's forbidden. You must have a permit or something. Yes. All right. So, en fait, ils les attrapent, c'est uniquement pour faire des photos puisqu'ils n'ont pas le droit de les capturer, bien évidemment. La faune australienne est très protégée, même d'un état à l'autre. La législation change. Il y a certains états en Australie où ils ont le droit d'avoir des reptiles, d'autres où ils n'ont pas le droit, où il faut avoir des permis, etc. I'm talking about the legislation in Australia, which is quite strict. Yes. Depending where do you live. It varies from state to state, with some states being stricter than others. It also means that we can't keep non-native reptiles, and it means that we aren't able to export our reptiles to you. Which is a shame. Which is a shame. I don't think there's a good reason we shouldn't be allowed to export captive bred reptiles to Europe. Voilà, il dit c'est donc effectivement la loi d'un état à l'autre change. Donc évidemment l'Australie a toujours été très protectrice avec sa faune. Il dit c'est vraiment dommage parce que des animaux qui sont réellement nés en captivité chez des éleveurs, on devrait pouvoir les exporter légalement en Europe. Et c'est vrai que ça diminuerait énormément le trafic puisque vu qu'en Australie on peut rien exporter ni importer, en Europe les reptiles australiens quand ils sont peu fréquents ils sont toujours très chers parce que voilà c'est souvent des animaux qui sont arrivés un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que si on pouvait les avoir importés légalement puisqu'il y a plein d'éleveurs qui les reproduisent en Australie, ça mettrait fin au trafic. Comme quoi l'élevage c'est toujours une lutte active contre le trafic. I say that breeding is always a very good solution against the traffic and smuggling and things. That's right for any countries. That's right. If we were allowed to legally breed and export our animals, it would make smuggling ineffective. Useless. It would wipe it out. Yeah, all right. So and you say you can't have any non-native species like Indonesian species. And you are very close to Indonesia, of course. And those guys are sleeping now, but here we have some monitors you like. I like, and they technically occur in Australia. Yeah, up in the Torres Strait Islanders. Alors là, just like explain to the guy. Là, on va parler de Varanus prasinus parce qu'il adorerait en avoir. Et il dit techniquement ils existent en Australie, donc là il est en train de nous expliquer. So go on, where do they? So in the Torres Strait Islands, there are some islands that have Prasinus on them. So that's Australian territory. So we are allowed to keep. En fait, parce que donc il y a dans les Torres Strait, donc c'est des îles qui sont tout au nord de l'Australie, au-dessus du Cap York.
il y a des Prasinus. Donc c'est une espèce australienne, donc ils sont quand même dans la possibilité de l'avoir. But you can't import them from Indonesia. No. No. We have here some babies. I think you like it. Beautiful. Beautiful lizards. Hello, hello. I'm afraid, I'm afraid. Alors ça c'est des bébés qu'on a à la boutique nés en captivité. Alors, ils sont un petit peu peureux au début, oui, ils font un peu caca, mais c'est pas grave. Et ça, you never keep any of those. I've never kept any of these. I hope to someday. There are some being kept in Australia and being bred in Australia now, so hopefully they'll become more available. Ok, il dit que bon lui malheureusement jusqu'à présent c'est son rêve d'en avoir parce qu'il en a jamais eu. So there is a justice because I dream about various and I never have them. But you can get various in Europe. No, but it's very expensive. Je disais, ouais, c'est une justice parce que moi j'adorerais avoir des Varius et bon, toi t'adorerais avoir des Prasinus, donc voilà, tu sais ce que je ressens. Il dit, bon, il y en a en Europe des Varius qui coûtent encore très très cher. Mais donc il dit qu'il y a certains éleveurs maintenant qui les reproduisent, donc les Prasinus en captivité en Australie et qui pensent qu'il est fortement intéressé par cette espèce et qu'il va en faire. Et for sure they are pretty different than the other ones and they have this crazy tail. Yes. Prehensile tail. And what we do have on the mainland of Australia is Varanus keithorni. Oh yeah, keithorni, yeah. Very dark monitor, but quite similar to that. Yeah. And I've seen them in the wild too. Okay. Il dit qu'en Australie, donc là, il y a le Varanus keithorni qui ressemble beaucoup au Prasinus, qui est beaucoup plus foncé. Il en a vu dans la nature. And they're surely very hard to find in the wild, no? Because they are in trees. Very hard to find when they're in trees, but you do see them crossing roads, which is how I saw the keithorni in the wild, but it then quickly ran up a very big tree. Et il dit, bon, quand ils sont dans les arbres, c'est impossible de les voir et tout. Et la seule fois où tu peux les voir, c'est quand ils traversent les routes. Et heureusement, il a eu cette chance. Et quand il a pu les observer, c'est parce qu'ils traversaient les routes, quoi. Voilà, donc... We are so happy to have you. So now we will leave all the guys and things on this beautiful Prasinus. So thank you very much, Matt, to be with us and to do this little video. It's such an honor. So Clément était avec nous. Bon, il était censé traduire au début, puis après il a pas de truc parce que. Mais non, mais c'est que non, mais c'est que en fait, je pensais que ça serait mieux, mais en fait, c'est trop chiant d'être à 3. Mais voilà. Dégage, Clément. Et donc voilà, on vous laisse. C'était une chance pour nous d'être avec un vrai expert des varans qui vit en Australie et qui élève des varans depuis super longtemps. Donc je vous rappelle le livre qu'il a écrit, Australian Lizards, qui est vraiment un ouvrage magnifique. Donc n'hésitez pas à l'acheter, à acheter des livres, continuez. Les livres, Internet c'est super, mais les livres, ça vaut aussi le coup. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Cheers.